Merci Alain, merci à l'Agile Tour Bordeaux pour m'avoir invité. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Je suis Marc Bagur et je vais vous donner une petite keynote sur de l'agilité à la résilience. C'est une histoire. Je vais essayer un petit peu aussi de vous titiller, même peut-être de vous électrochoquer sur certains sujets. L'idée, c'est de prendre un petit peu de hauteur, de, de traverser aussi certains enjeux, de considérer peut-être aussi notre époque, la trajectoire aussi, de façon tout à fait immodeste, hein. D'ailleurs, je l'avais dit en communiquant sur cette keynote. L'idée, c'est essayer de se dire, OK, on est là, et qu'est-ce qui nous attend plus tard, et comment est-ce qu'on peut s'armer peut-être intellectuellement dans notre pratique pour passer peut-être des approches, des méthodes, des outils à une forme de philosophie, mais une philosophie un petit peu d'action. L'idée, ça va être vraiment aussi de voir, en partant de l'agilité, comment est-ce qu'on peut trouver une forme de résilience à un niveau écosystémique. Vous allez voir que c'est un terme qui va revenir souvent dans mes réflexions, pour assurer en fait la présence de ni plus ni moins que l'industrie du futur, c'est-à-dire s'assurer que dans les prochaines dizaines d'années, on ait encore une industrie ici. Rien que ça. Je vous la mets quand même par principe, c'est important, parce que je sais à quel point c'est précieux pour l'organisation de l'Agile Tour et cette association que j'ai eu le plaisir de connaître depuis longtemps. J'ai eu la chance d'être un des tout premiers sponsors d'ailleurs, avec ma première entreprise de cet événement. Et j'espère bien d'ailleurs être un des sponsors l'année prochaine. Et d'ailleurs, je prends un de ces engagements devant la caméra, comme quoi c'est possible. Et j'invite aussi les autres entreprises à soutenir cet événement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais critiquer un petit peu les outils, évidemment, dans cette présentation. Donc peut-être que c'est déjà le début de la conscience de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas. Pourquoi cette question? Pourquoi cette question? Pourquoi interroger l'agilité à ce point-là? Pourquoi essayer d'aller chercher une forme de résilience dans l'agilité? Et pourquoi vouloir aller vers une intelligence écosystémique? Quelle mouche m'a piqué? Ben, en fait, l'agilité, chez moi, ça a commencé quand j'étais tout petit quelque part. Donc, vous voyez, je suis à peine visible sur la photo, là, je dois avoir 5 ou 6 ans. Je me suis vraiment hissé en haut du tabouret dans le photomaton pour pouvoir être shooté. Et c'est mon passeport de judoka. J'en ai fait assez longtemps du judo. Là, on me voit encore ici. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet hobbit, hein, cette espèce de personnage avec des très grands pieds? Je crois que j'ai une croissance très rapide et les pieds ont poussé plus vite que le reste du corps. J'avais encore des cheveux à cette époque. Bref, je me suis confronté très tôt dans ma vie, justement, à cet aspect-là des choses, c'est-à-dire qu'on a un environnement autour de nous avec un cadre, et parfois on a des contraintes qui sont généralement plus fortes que nous, et donc il faut s'adapter, il faut se montrer un petit peu agile. Et puis, un peu plus concrètement, évidemment, plus tard, dans le jeu vidéo principalement, c'est là où j'ai eu le plaisir de découvrir et de mettre en œuvre les méthodes agiles. Petit clin d'œil d'ailleurs à Colin Garriga, si jamais il m'entend à distance, qui est celui qui m'a fait rentrer vraiment dans cet univers et même dans cette philosophie, puisque c'est là où je vais essayer de vous amener, de l'agilité, de l'extrême programming et toutes ces belles valeurs en fait qui m'ont porté pendant des années et qui m'ont aidé à faire face à l'adversité, finalement, à toutes ces contraintes et à ces événements aussi de la vie, pas uniquement que dans les projets, pas uniquement que dans les équipes, mais où on sent aussi une forme de pression extérieure et il faut réagir, il faut s'adapter, il faut être un peu fluide quelque part. Après les années 2010, ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, c'est apporter un peu d'innovation aux grands comptes, aux grands groupes, en fait. Puisque j'ai vraiment, on va dire, traîné mes casquettes dans des startups c'était un petit peu cette histoire-là à chaque fois, c'est-à-dire qu'on se présentait un petit peu comme la libellule et on allait voir ce grand compte, ce grand groupe qui était un petit peu une sorte de gros rhinocéros capable de vous écraser finalement sans s'en rendre compte. Et on essayait de lui apporter une forme de légèreté. Je crois que c'est un mot qui a été prononcé tout à l'heure. Et l'espoir, en tout cas l'ambition de ces acteurs, c'était d'essayer de devenir, non pas des moutons à 5 pattes, hein, parce qu'un mouton à 5 pattes, ça avance pas très bien, hein. Franchement, quand vous avez une patte de plus, c'est un peu compliqué. Et pourtant, je suis sûr que dans cette salle, on est nombreux à se
considéré comme une sorte de mouton à 5 pattes, mais c'était l'idée de créer cette espèce de chimère, hein, finalement, ce rhinocéros avec ses ailes. Je suis pas certain que vous en ayez croisé beaucoup ce matin en vous levant et en venant jusqu'ici. Clairement, on sait que ça n'existe pas, mais c'est ça un peu qu'on essaye de viser, apporter cette fluidité, cette légèreté, cette agilité à ces organisations. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi je vous présente ça? Parce que je me souviens très bien en fait, du tout premier événement de l'Agile Tour Bordeaux, où j'ai eu la chance d'être présent. Et on s'interrogeait avec une certaine candeur, une certaine naïveté. Finalement, on se disait, ma foi, on a le sentiment d'avoir trouvé là des bonnes méthodes pour conduire et piloter les projets informatiques et les mener à terme, parce que c'était ça aussi la problématique de l'industrie à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de projets qui échouaient et qui continuent encore d'échouer. Mais on constatait que c'était compliqué quand même de contractualiser à l'époque déjà avec les acteurs, avec les clients en fait, et de les contractualiser dans un mode agile. 15 ans plus tard, on se rend compte que quand même les choses ont évolué. Quand je discute avec les acteurs, quand j'interroge des entrepreneurs, des patrons, des directeurs, des décideurs, on voit que maintenant il y a une capacité quand même à partir sur des sprints, il y a peut-être des relations différentes, etc., etc. Donc il y a du mieux, mais quand même, je vais pas vous cacher une chose, je suis encore insatisfait. Je suis insatisfait parce que je pense qu'on peut aller plus loin et c'est là où je vais essayer de vous amener. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on rencontre un, je ne sais pas si cette slide a déjà été présentée hier, parfois il y a les grands esprits se rencontrent. Quand on va voir un client, on lui dit ouais, ok, bon, t'es un rhinocéros, je suis une libellule, je vais peut-être t'aider à t'envoler ou à être un peu plus agile. Viens voir. Alors, où est-ce qu'on est dans le métro? Tu vas aller où? Waouh, très compliqué. Donc, on sent que nous, on peut être à l'aise là-dedans, on peut baigner dans cet univers-là, on peut très facilement trouver sa sortie. Moi, j'ai pris le bus pour venir ce matin. Voilà, je suis bordelais, c'était facile pour moi. Mais on imagine quelqu'un qui n'a pas du tout cette cartographie mentale, ou j'ai même envie de dire, avant de maîtriser la méthode, cette agilité d'esprit, ben, il peut être un peu en mode panique et puis il peut s'inquiéter en se disant, mais bon sang, il y a toujours un truc à apprendre, ça finit jamais votre histoire. Bah, c'est un petit peu ça l'idée d'amélioration continue. La vraie question que j'ai constatée, surtout en faisant des missions de conseil, c'est que souvent j'avais des clients qui me disaient: «Bon alors Marc, c'est quoi l'outil? C'est quoi l'outil, c'est quoi l'outil?» Alors c'est pour ça que je vous ai mis un petit logo OpenAI, c'est un petit clin d'œil, pour le coup pas bienveillant et j'assume. C'est que c'est pas toujours l'outil, qui va vous aider à régler votre problème. C'est même très, très rare en fait, hein, que ce soit un problème d'outil. Évidemment, on a des métiers où on va concevoir des outils, on va les améliorer, mais c'est très rarement le sujet principal. Les méthodes vont être évidemment essentielles pour construire quelque chose, mais et vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis un petit logo ici, Agile Tour Bordeaux. Le gros sujet, c'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est-à-dire construire une culture, la diffuser, la faire vivre, la maintenir, faire quelque chose de vivant, de dynamique, assurer une forme de vitalité à la pratique et à la réflexion. Et je pense que c'est ça le gros sujet en fait de la transformation des organisations, et c'est là aussi où on doit les amener. Alors une fois que j'ai dit ça, on voit bien que il va falloir faire un peu plus que de la méthodo. Et donc comment est-ce qu'on veut faire ça? Le, la question que j'ai envie de vous poser ce matin, de manière un petit peu provocante, c'est est-ce que vous voulez que je vous parle d'agilité ou est-ce que je voulais que je vous parle de politique? S'il vous plaît, si vous voulez parler d'agilité, applaudissez. Si vous voulez que je vous parle de politique, applaudissez. Bon, c'est un peu kiff-kiff. Alors, je vais vous faire plaisir parce qu'on va pas vraiment parler d'agilité et on va pas vraiment parler de politique. Euh, on va essayer d'aller plus loin. Et je vais faire un clin d'œil ici à Mike Montero. Je ne sais pas si vous connaissez Mike. Levez la main dans la salle ceux qui le connaissent. Bon, une petite minorité. Donc je vous invite à aller voir les conférences de Mike Montero. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. C'est un designer qui a pris des positions assez fortes. Et en 2017, il avait fait une conférence dont vous voyez le titre ici à l'image, How to Fight Fascism. Et je pense que c'est important de ancrer sa réflexion au bon niveau. Et le bon niveau actuellement, là, on est le 31 octobre 2024, d'accord? C'est peut-être aussi l'échéance des élections américaines prochaines, dont il peut y avoir des conséquences et des enjeux majeurs. Vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler toute la conférence, mais c'est important de savoir
dans quel horizon, en fait, on inscrit notre réflexion. Et donc là, gros big up à Mike. Allez voir sa conférence qui est très intéressante, qui explique justement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui du point de vue américain. Donc, pas d'agilité, pas de politique, on va aller plus loin que ça. On va se poser la question aussi de que se passe-t-il en fait chez nous et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'interroger l'agilité pour peut-être en faire une sorte de système de pensée ou de philosophie. Quand je discute maintenant, cette fois-ci, avec des jeunes qui sont brillants, plus brillants que moi, des polytechniciens, des gens qui sont des futurs énarques, de belles écoles d'ingénieurs, on voit qu'il y a vraiment une forme de résistance très forte. J'ai même envie de parler de révolte. Une révolte par rapport à la situation actuelle, avec les données scientifiques qu'on a, celles qui font consensus. Il y a vraiment aujourd'hui un rejet de certains modèles, une contestation qu'on n'avait jamais vue, qui est tout à fait inédite, et même des discours qu'on n'avait jamais entendus dans certains endroits. Donc, il y a cette volonté de finalement nous inviter à bifurquer quelque part, essayer de trouver un nouveau chemin. Et j'avais envie de m'interroger, nous, en tant qu'agilistes, qu'est-ce que ça veut dire que finalement bifurquer, ou comment est-ce qu'on peut bifurquer peut-être dans notre approche de ce sujet. On voit ici que quand on les interroge, ces jeunes, entre guillemets, on voit que finalement, ils nous proposent, ils nous font des propositions qui sont plutôt assez intéressantes. Et c'est eux qui vont nous parler beaucoup de résilience, ils vont nous parler de diversité biologique, ils vont nous parler aussi d'innovation et de créativité, c'est-à-dire que c'est pas forcément binaire, c'est pas parce qu'on encourage tout ce qu'il y a au-dessus que on doit se priver de cette dernière ligne. Et donc voilà, dans cette idée de bifurquer, est-ce qu'on a de plus en plus de publicité? J'avais pris cette photo à Paris, je crois, voilà, où on voit maintenant, et c'est devenu une communication. Donc il y a aussi cette question de attention, est-ce que c'est pas un piège de communication? Je ne crois pas. Et est-ce qu'on doit aller jusqu'à gérer de la permaculture? Pourquoi pas? Est-ce qu'on doit arrêter son métier maintenant et faire ça? Là, je suis un petit peu moins sûr. Je pense qu'on a besoin de nous, là, on a besoin de vous, surtout là où vous êtes maintenant, de continuer à faire ce que vous faites. Et donc, c'est pas le match bobo contre boomer, c'est pas une génération contre une autre. Je pense qu'on est tous ensemble dans cette réflexion, en tout cas c'est mon souhait. Et moi je sais que j'ai la chance d'intervenir devant des audiences ou auprès de publics vraiment qui sont complètement intergénérationnels. Donc maintenant qu'on a pris ces précautions et qu'on a répondu un petit peu à cette question de pourquoi on veut aller jusque-là, on va voir maintenant l'enjeu, et l'enjeu c'est de survivre aux prochaines crises. Vous avez tous en mémoire une des dernières crises que vous avez vécues, une très grande crise, c'est la crise du Covid. Je veux le rappeler parce que souvent on passe très très vite là-dessus, alors que ça a été un événement majeur dans notre vie à tous, dans notre vie collective, et qu'on a tous, là je vois les mines qui se renfrognent un petit peu, c'était très très dur, et je me rends compte à quel point c'était dur aussi. On a tous des souvenirs quand même relativement très négatifs de cette période, qui a été très dur. D'un point de vue organisationnel, d'un point de vue entreprise, voilà ce qui s'est passé. À gauche, on a le Covid qui arrive. Okay, à droite, c'était l'organisation de la boîte. Et c'est ça qui s'est passé. Personne n'était prêt. Personne ne peut dire qu'il était prêt à faire face à une crise pareille. Or, il n'est pas impossible qu'un jour ça se reproduise, une crise de cette nature-là, ou une nouvelle crise. Donc, il y a cette question de résilience qui commence à émerger. Cette slide, que je veux un petit peu rigolote malgré la gravité, c'est finalement la situation actuelle, elle ressemble beaucoup à ça. Et vous allez voir, je vais faire monter légèrement votre niveau d'anxiété ou de conscience. Si ce n'est pas un sujet que vous avez regardé avant, ça va peut-être un petit peu vous stresser. Mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le CEO de JP Morgan qui dit voilà, il y a deux situations, ok, face à la situation actuelle. Soit c'est la tempête de la décennie, bon, on se dit ok, peut-être que je peux me préparer. Soit c'est la tempête du siècle. Si c'est la tempête du siècle, vous pouvez choisir de continuer à tondre votre pelouse comme le gars ici avec l'ouragan qui arrive derrière lui. Je suis pas sûr que vous échappiez à la catastrophe. Donc c'est cette question que j'adresse aux organisations, finalement, c'est ok, comment je me prépare pour la suite? On a vu que ce qui s'est passé avec le Covid, ça a eu des impacts majeurs sur notre industrie, au sens large, hein, je ne suis pas que dans le numérique. On a vu qu'il y avait une grosse accélération du digital, de mémoire, hein, sur les 2 premiers mois du Covid, le e-commerce a pris une croissance équivalente à celle de ces 10 dernières années. Donc après, bon, il y a eu d'autres effets. Mais donc ça a eu vraiment un effet accélérateur du digital. Et en même temps aussi, il y a eu cette question d'accélération de la résilience aussi. On s'est dit, mais comment
éviter de reproduire ça. Il ne s'agit pas de savoir fonctionner dans un mode dégradé. Ça, c'est cool, j'ai envie de dire, c'est la base normale, quoi. Par exemple, si ce micro tombe en panne, ben, je vais continuer sans micro, je saurais faire la conférence en mode dégradé. C'est pas ça le sujet de la résilience, c'est être capable de sortir plus fort d'une crise qui se présente. Et c'est là où on a un sujet plus intéressant. Si on se pose la question de quel va être l'impact de la prochaine crise, très très difficile comme question. On a vu que la crise Covid, c'était une crise finalement de la chaîne logistique, hein. On a vu sur des tarmacs d'aéroports parfois des États amis en Europe saisir du matériel médical. Donc ça interroge, c'est cette question de bienveillance qui avait été proposée tout à l'heure par les organisateurs. On voit que la crise en Ukraine aussi, c'est à la fois une crise de la logistique, mais aussi une crise de l'énergie. On voit les coûts qui grimpent, etc. Bon, ben, c'est quoi le sujet suivant? Est-ce qu'on est sur une démondialisation? Est-ce qu'on a une crise très forte de la soutenabilité? Est-ce que c'est plutôt un crash boursier qui risque de se présenter? Ou, je sais pas, Taïwan peut-être? Bon, très compliqué, on a l'embarras du choix et c'est un peu crispant. De mon point de vue, vraiment du point de vue, j'ai envie de dire, industrie 4.0, 5.0 dont je vais vous parler, il me semble qu'il y a 3 lames de fond qui sous-tendent toute cette gravité et toute cette mise en tension de nos organisations et des acteurs économiques. La première, peut-être la plus, je ne sais pas si c'est la plus évidente, je ne suis pas sûr, mais celle peut-être dont on est le plus proche, nous, parce qu'on est impliqué dans les métiers du numérique, c'est ce que j'appelle la crise des algorithmes. Cette crise des algorithmes, en fait, elle repose surtout sur une forme d'opacité. C'est pour ça qu'on va parler d'IA de confiance, c'est pour ça qu'on va former les gens. On est aujourd'hui dans une école. Et le problème, c'est que généralement, ça va générer une forme de défiance et ça va susciter un vrai sentiment de perte de gouvernance. Quand vous utilisez un GPS ou un navigateur, un outil d'aide à la navigation et que vous avez un itinéraire qui vous est proposé, vous n'allez pas forcément interroger finalement cet itinéraire. Alors moi j'aime bien utiliser, alors ça fait toujours rigoler les gens qui montent dans ma voiture, mais j'ai toujours 2 ou 3 GPS, parce que je vois vraiment que les algos ne sont pas construits de la même manière et que parfois c'est intéressant et parfois il y a des vraies différences à l'arrivée. Plus concrètement, plus concrètement, le vrai gros sujet en ce moment derrière cette crise des algos, c'est qu'on voit vraiment un emballement du sujet de l'intelligence artificielle à un niveau de hype, je crois, jamais atteint, et ça risque pas de s'atténuer dans les prochaines années, puisque l'IA va s'incarner de plus en plus physiquement dans notre quotidien. Là, j'attire votre attention sur 2 points qui ont fait un peu le buzz récemment. Ici, à l'image, là, ce que vous voyez, c'est des photos satellites d'un data center de Meta. Donc Meta, c'est Facebook, hein. Et que voit-on à l'image, en fait? Donc c'est une analyse de Semi-Analysis. Donc c'est un site que je vous recommande avec beaucoup d'infos sur ce sujet. Et on voit que le data center qu'ils étaient en train de construire, ils l'ont rasé. Ils l'ont rasé avant de l'avoir terminé pour en reconstruire un nouveau. Malheureusement, je ne suis pas sûr que cet événement soit isolé. Et pourquoi est-ce que ça survient? Parce qu'en fait, on est précisément là, 2022, 2023, 2024, dans une situation particulière de compétition extrêmement acharnée parmi les leaders justement du sujet de l'intelligence artificielle. Et on voit que ce vieux data center, entre guillemets, hein, parce qu'il n'était pas si vieux que ça, parce qu'en fait, il n'avait même pas fonctionné encore, il était déjà obsolète avant d'avoir eu le temps de terminer les travaux de sa construction. Et donc, ils ont dû tout recommencer de zéro, hein. Bon, il fallait mettre 2560 serveurs DGX, donc on imagine un petit peu. Et une autre news intéressante, enfin, je ne sais pas si on peut dire intéressante, donc, que vous avez peut-être déjà vu passer, c'est ce projet qui est nommé Colossus, entre guillemets, par le aujourd'hui assez controversé Elon Musk. Et quand je discute, moi, avec des copains de la Silicon Valley ou même en Europe, là, on est en train maintenant de parler de ère post-muskienne. Vous savez, ces dernières années, il y avait beaucoup de gens qui se référaient à Musk en disant c'est mon idéal entrepreneurial, c'est un super innovateur, etc. C'est incroyable ce qu'il fait avec SpaceX et tout. Ouais, enfin, de moins en moins. Et on voit clairement que dans cette compétition des récits et des représentations, il y a vraiment 2 courbes qui se croisent. Et je pense que l'accélération de ces courbes va être encore plus forte quand on aura le résultat de l'élection américaine. Donc là, on voit que prouesse quand même d'ingénierie qu'il faut saluer, c'est important, hein. En seulement 122 jours, ils ont construit ce data center qui prévoit de faire opérer
à son lancement 100 000 processeurs H100 de NVIDIA. Ils vont monter jusqu'à 200 000, hein, 200 000, dont 50 000 de la génération suivante. Donc c'est monstrueux. Donc gros sujet sur cette crise d'algo, et on continue, je pourrais en parler longtemps, je pourrais faire 1 heure dessus, je sais pas, je suis pas là pour ça. Pareil sur les LLM, hein, ma dernière conférence, c'était vraiment sur les LLM, c'était une conférence beaucoup plus technique. Celle-ci, elle se veut vraiment beaucoup plus macro. J'attire votre attention sur j'ai envie de vous sensibiliser sur le coût de la conception. Ok, on oublie souvent, et j'ai envie de vous parler de coût de conception en litres d'eau et en production, en émissions CO2. Voilà, c'est souvent des KPI qu'on ne regarde pas quand on veut scaler ou qu'on veut adopter des modèles durables. Et sur les LLM, on a un énorme sujet. Et sur l'intelligence artificielle, il y a le gros sujet de la scalabilité en termes énergétiques. Et on voit que ces acteurs dont je vous ai parlé juste avant vont se challenger, se faire la guerre là-dessus. Et maintenant, ils investissent d'ailleurs beaucoup dans l'énergie. Ça, c'est pas une affiche de film hollywoodien qui va sortir. C'est pas la suite de Terminator. Ça, c'est la réalité qui nous attend. J'étais au secrétariat général pour l'investissement à côté de Matignon il y a quelques jours. Et quand je discutais avec nos responsables institutionnels et politiques, ils me disent « Ouais, Marc, en fait, il y a 16 machines chinoises qui sont en cours de préparation et qui vont rencontrer le marché européen dans les mois et les années qui viennent. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces machines-là, elles vont envahir votre quotidien, que vous le vouliez ou non. Et aujourd'hui, on a une majorité d'acteurs nord-américains et d'origine asiatique. On va se poser la question, évidemment, du design et de l'acceptabilité sociale. À gauche, pour les amateurs, vous reconnaissez Westworld, hein, donc c'est une série télévisée avec des cyborgs. Donc il est plutôt inquiétant. À droite, c'est une entreprise qui s'appelle Clone Robotics et qui s'est inspirée de ce design. Bon, moi, le message sympa que j'ai envie de leur dire, c'est voilà, 1984, pour ceux qui ont lu le bouquin, comme on a l'habitude de dire, c'est pas censé être un manuel, hein, c'est censé être un avertissement. Donc, grosse question sur l'acceptabilité sociale quand on voit ce genre de choses, c'est plutôt inquiétant. L'autre crise qui arrive, donc c'est la deuxième grosse crise qui arrive, évidemment, normalement, vous la connaissez toutes, c'est celle de la crise climatique, où on voit un effondrement des écosystèmes, de grandes migrations. J'ai envie de donner juste un chiffre, hein, parce qu'on ne l'entend pas assez. Les projections qu'on a sur les migrations induites par le changement climatique à horizon 2050, c'est la plus grande migration de toute l'histoire de l'humanité. On parle de 300 à 400 millions de personnes qui vont migrer sur un axe d'est à ouest. Comment faire face à ça dans les prochaines dizaines d'années? J'entends rarement des réponses. Et puis, ce risque d'extinction du vivant qui nous concerne tous, qui est quand même important. C'est ça la situation dans laquelle on s'inscrit, enfin l'ère en tout cas dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est, si vous regardez autour de vous, partout, l'humain, en fait, a retravaillé, reconstruit le paysage, a posé son empreinte de manière, j'ai envie de dire, un petit peu féroce sur la nature. Et bon, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir, ou peut-être qu'on a envie d'avoir un autre rapport à l'environnement. Parfois, je rencontre des sceptiques. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais pas du tout, n'importe quoi, la crise climatique, il n'y en a pas. Je vais pas, à nouveau, je pourrais passer 1 heure dessus. Là, je vous mets quelques data, en fait, hein. Ici, on a la concentration des gaz à effet de serre, hein, de l'année 0 à 2005. Ok, donc ça monte un peu. Le CO2, ici, on a, hein, sur quelques milliers d'années, voilà. Ici, on a le dioxyde de carbone, paf. La température de l'hémisphère nord depuis 2000 ans. Les émissions de carbone fossiles depuis 1800. Donc là, on voit bien les révolutions industrielles. Et puis, la concentration des gaz à effet de serre. Ok. Donc quand on a tous ces indicateurs qui grimpent, on voit bien que sur le tableau de bord, là, les aiguilles, elles sont au taquet, ça clignote rouge. Donc, que fait-on? Le risque, c'est que si on fait rien et qu'on reste les bras croisés, on est en train de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un possible effondrement total des écosystèmes? Quand on regarde le nombre d'espèces, qu'elles soient marines, terrestres, douces, voilà, tout ça est en train de s'effondrer assez sérieusement. Et plusieurs chercheurs s'interrogent sur le fait que est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une forme d'intrication ou d'effet domino entre ces effondrements successifs. Je n'espère pas, mais en tout cas, on est à ce niveau-là d'anxiété et on a des signaux faibles qui dessinent un mauvais scénario.
je pense que, évidemment, on doit faire certaines choses. Je m'arrête un peu parce que c'est quand même, important ce que je balance. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de rester juste à la méthode. C'est pour ça que j'ai envie d'aller plus loin, c'est pour ça que je suis plus exigeant et c'est pour ça que je veux que, finalement, qu'on améliore nos organisations, nos équipes, nos projets, nos entreprises, mais qu'on aille au-delà, qu'on améliore aussi, finalement, tout ce qui peut être amélioré et je pense que là, on a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. La dernière crise auquel on est confronté et je pense qui secoue aussi, l'industrie, c'est cette crise du modèle productif, en fait. Et que je rencontre souvent dans les récits qui me sont apportés par les jeunes. C'est pour ça que j'ai choisi cette image d'immense déchetterie, d'espèce d'océan de plastique à perte de vue. Et les jeunes ingénieurs souvent me disent, mais je n'ai pas envie de contribuer à ça, à ce monde-là, ça ne m'intéresse pas. Donc il y a vraiment un sentiment de perte de sens. Il y a des questions éthiques qui émergent qu'on ne voyait pas ou dont on n'entendait pas parler dans les anciennes gouvernances. J'ai déjeuné il n'y a pas longtemps avec un de mes premiers associés et nous-mêmes, on faisait notre autocritique et on s'interrogeait et on voyait bien qu'en seulement 15 ans, il y avait des sujets dont on ne parlait pas il y a 15 ans aujourd'hui, dont on parle, en particulier sur la parité, sur l'égalité, etc. Mais aussi, il y a beaucoup d'anxiété qui monte, en fait. Beaucoup d'anxiété, on se dit, mais finalement, je profite d'une vie, mais derrière, ça s'appuie sur quoi? Et finalement, quelle est ma part de responsabilité à tout ça? Donc, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, et souvent, elles vont ensemble, hein, dans comment réagir à ces crises que je soulève. Déjà, la bonne, plus ou moins bonne nouvelle, c'est qu'il me semble que certaines de ces crises sont solubles dans la technique. C'est-à-dire qu'on peut collectivement améliorer nos gouvernances, je crois sincèrement, et résoudre avec de l'outil, avec de la science, avec de meilleures méthodes, nombre de ces facteurs. Le deuxième point aussi que je constate en discutant avec des personnes, cette fois-ci plutôt au niveau international, c'est que quand même, ce sont des considérations, malheureusement, hein, ou heureusement, je ne sais pas, qui sont très occidentalo-centrées. C'est-à-dire que les préoccupations dont je vous ai fait part, là, c'est rare qu'elles rencontrent un écho quand je vais pitcher au-delà de l'Europe. Le troisième point, c'est un truc que je dis souvent aux jeunes aussi, c'est qu'on a l'impression que ça va pas assez vite, quoi. On a l'impression que tout nous échappe, que tout passe très très vite. Et on se dit, mais pourquoi ça bouge pas plus vite? En fait, le système financier, et c'est normal, hein, c'est pas un reproche qui lui est adressé là, il a beaucoup investi en fait précédemment dans des modèles obsolètes, mais qui reposaient sur des énergies fossiles. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en fait, hein, qui est déjà impliqué. Et donc c'est compliqué de transformer ces investissements pour en faire aujourd'hui autre chose. Donc ça va forcément prendre du temps. La crise, pour moi, de toutes les crises, et c'est un peu celle que j'ai envie de, ensemble, qu'on arrive à résoudre aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la crise de la confiance. En fait, je suis sûr, c'est quelque chose qui vous a traversé en m'écoutant parler là ces dernières minutes. C'est finalement, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose? C'est ça, cette question que vous vous êtes posée en votre fort intérieur. Et donc, c'est cette crise sociétale qui nous traverse actuellement et qui fait naître en nous une forme de sentiment d'impuissance. Et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut nourrir des récits, il faut faire des preuves par l'action que, en fait, on a une capacité à nommer le réel et à le transformer. Sinon, ben, on va générer toute cette anxiété dont je parlais. Donc, ces crises sociétales, elles appellent des décideurs et des challenges entrepreneuriaux énormes avec des réponses industrielles qui doivent être très fortes. Il y a un véritable enjeu de réenchantement et de progrès dans ce sujet. Donc, on a vu les crises. Donc maintenant, l'industrie 5.0, on constate que si on continue comme avant, en fait, pourquoi les modèles précédents sont obsolètes? Parce que souvent, les OKR, les KPI, etc., se limitaient à des objectifs techniques et économiques. En fait, ça ne suffit pas, ça met en péril tout le système. Et on voit qu'il y a une réponse européenne sur cette question, avec justement une nouvelle feuille de route qui est apparue en plein milieu du Covid sur l'industrie 5.0. On était en juillet 2020. Et là, l'Europe se dit, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut arrêter d'être centré technologie, on va être centré valeur. Toute la supply chain était absolument explosée et il a fallu vraiment se secouer et réagir. On avait même à certains endroits, dans l'électronique en particulier, des composants qui sont passés de 4 euros l'unité à 1 800 euros. Donc là, expliquez-moi comment vous faites encore votre travail dans ces conditions.
On avait des fournisseurs, on avait 2 types de fournisseurs. On avait ceux qui étaient perdus dans un trou noir complet. «Allô, allô, est-ce qu'il y a quelqu'un?» Ça répond pas. Et puis ceux qui avaient peut-être un calendrier, qui était capable de vous donner une date, mais la date, elle ne vous faisait pas du tout plaisir. Donc en fait, on en était là. On avait vécu le Covid, on avait la récession qui arrivait, le changement climatique en horizon, un effondrement possible de la biodiversité et peut-être même une guerre qui était annoncée, donc très compliqué d'encaisser tout ça. Et c'est là où l'Europe dit stop, stop, on va remettre en question ce modèle et on va faire quelque chose qui est centré sur les valeurs et non plus sur la technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus du tout une approche chronologique de la technologie en se disant que demain sera forcément meilleur qu'hier parce que, hey, c'est l'iPhone 25 qui vient de sortir et toi, tu n'as que l'iPhone 24. Non, on essaie de prendre un peu plus de recul, se dire, attends, pourquoi on fait ça? C'est quoi le sens de notre action et comment est-ce qu'on peut créer de la valeur ensemble? Donc, on n'est plus dans une approche où on va pousser des technologies plutôt pour du contrôle ou pour de l'optimisation, comme ça a été dit tout à l'heure. On va plutôt essayer de générer de la confiance avec cette idée que je suis obligé de vous raconter, où je suis obligé de prendre quelques secondes entre l'amélioration et l'augmentation. D'un côté, on a une vision de la technologie où, en fait, où l'humain est imparfait, en fait. Il est faible par nature. Et donc, je vais devoir le renforcer avec l'assistance de la technologie. C'est l'idée de l'exosquelette, par exemple, qui va permettre de travailler pendant 8 heures avec les bras comme ça et d'éviter d'avoir des troubles musculo-squelettiques. Et puis, de l'autre, il y a une autre école de pensée qui est l'amélioration, qui est un peu ce qu'on est en train de faire là en ce moment. On part du principe que l'humain, en fait, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner. La nature l'a doté de tout ce qu'il fallait, et donc il va pouvoir s'améliorer avec le temps. Il va pouvoir progresser et apprendre de lui-même. Il faut juste lui donner les bonnes conditions pour qu'il s'épanouisse. Évidemment, on continue d'intégrer de l'industrie 4.0, c'est important. On s'appuie évidemment toujours sur le lean, l'amélioration continue, toutes les méthodes que vous connaissez bien. Il y a toujours un gros sujet sur les systèmes d'information. Il y a toujours une question de comment je crée de la valeur autour de la donnée. Mais on va plus loin, en fait. On dit aux industriels, vous ne pouvez pas pousser qu'un modèle technologique. Vous êtes responsable du modèle sociétal qu'il y a derrière. Parce que ces transformations, aujourd'hui, elles deviennent votre mission, en fait. Et ces valeurs, ce n'est pas juste un affichage marketing. Derrière, ça a un vrai impact et ça va toucher, justement, la robustesse systémique. Le bon niveau où il faut vous trouver, et c'est ça la question que vous devez porter aussi dans vos organisations, c'est que, imaginez, vous êtes un athlète, d'accord? Vous faites du saut à la perche. Vous arrivez avec votre productivité, votre efficacité. Regarde, chef, on a une super méthode, on est hyper efficace. Regarde moi, ma vélocité, etc. Ouais, super. Effectivement, les marchés, ils vous disent, il faut être à cette hauteur-là. D'accord? Donc vous dites, c'est bon, moi, je suis au-dessus des standards des marchés. Ça ne suffit pas. La question, c'est pas de répondre au marché, en fait. La question, c'est pas de faire plaisir aux clients ou de gagner de l'argent. Ça suffit pas. C'est pas un bon modèle suffisant. Vous comprenez qu'en fait, il faut être à un autre niveau et ce niveau-là, c'est le niveau qui est posé par les enjeux de l'époque. En fait, l'époque, elle n'est pas là, c'est pas elle qui paye votre salaire à la fin du mois, mais c'est elle qui vous dit si vous allez être encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 50 ans. Et ce que nous dit l'époque par rapport à tout ce que je vous ai raconté avant, c'est qu'il faut être à cette hauteur-là, en fait. Il faut sauter plus haut. Et pour sauter plus haut, il faut adopter un nouveau modèle organisationnel centré sur les valeurs. C'est ça le message de la Commission européenne avec l'industrie 5.0. Et je pense que c'est un événement historique majeur au niveau de l'Europe parce que ça nous inscrit dans une dimension civilisationnelle où on dit aux acteurs de la technologie, vous êtes responsable du modèle sociétal qui est porté derrière à un niveau industriel. Et c'est pas de la technologie pour de la technologie. On va recentrer ça en termes de valeurs. Donc ça veut dire qu'on pose la priorité sur les aspects sociétaux et environnementaux. On veut continuer de pousser l'innovation technologique, c'est important. Mais ça suffit de faire de la techno pour des individus, en fait. Ça ne nous intéresse plus. Ce qu'on veut, c'est enclencher une perspective systémique de transformation. C'est ça qu'on attend, en fait, des acteurs. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'Europe? Elle nous dit maintenant, il y a 3 grands sujets qui comptent. Okay, il y a être centré humain, adopter des modèles durables et justement enclencher des plans de résilience, se préparer non pas à fonctionner en mode dégradé, mais sortir meilleur et plus fort à chaque fois qu'une crise se présente. Et on va trouver à chaque fois des sujets clés. Comment lier le bien-être et le bien produire? Comment personnaliser mes services, mon expérience, mes produits? Comment encourager la collaboration? Comment renforcer mon expérience client?
assurer la soutenabilité du modèle productif qu'on poursuit, être capable d'enclencher un shift énergétique, penser l'éco-conception. Il y a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui qui se forment à l'ACV. J'en parlais hier au téléphone, c'est l'analyse du cycle de vie. C'est des nouvelles méthodes qui sont hyper intéressantes et qui permettent d'avoir une vision sur l'éco-conception. L'éco-responsabilité, on l'a déjà entendu ce discours, mais penser la résilience en termes de souveraineté. La souveraineté, c'était un mot un petit peu tabou, c'était un mot un petit peu qui sentait un peu le nationalisme. En fait, non, on retrouve un intérêt à la souveraineté, c'est juste être capable de, chez moi, je décide un petit peu de ce qui se passe parce que ça m'aide à réindustrialiser, ça m'aide à maîtriser mes réseaux, ça m'aide à relocaliser, ça m'aide à faire du circuit court. C'est ça qui est intéressant. Alors là, c'est des questions, on peut se dire: «Bon, mais Marc, mais pourquoi tu nous mets des questions pareilles? Évidemment que je sais à quoi ça sert d'être centré humain». Ben, détrompez-vous. Bien souvent, les gens continuent de se poser la question quand on rentre chez soi le soir ou qu'on dit: «Tiens, j'ai entendu une conf qui parlait d'industrie 5.0, on me disait d'être centré humain». Oh et puis ensuite, ça va ricaner: «Ah, centré humain, ça veut rien dire, n'importe quoi». Donc c'est pour ça que j'ai mis ces petites slides assez rapidement. Centré humain, c'est quoi l'intérêt d'être centré humain? Ça veut dire que quand votre équipe, votre organisation, elle va être confrontée à une crise majeure, eh bien, en fait, vous allez la surmonter. Déjà, quand vous allez proposer un plan, OK, vous allez éviter le rejet, rien que ça. OK? Vous allez avoir une meilleure conception des produits et des services, c'est assez évident en fait, hein. Vous allez diminuer les litiges et les conflits. Il y a beaucoup de fermetures d'entreprises en ce moment et il y a beaucoup de problèmes de cette nature parce que justement, dans la panique, on a oublié d'être centré humain. Et puis surtout, on va augmenter la loyauté face à l'incertitude. Quand vous êtes dans une situation de crise, vous n'avez pas envie que les meilleurs talents partent parce que vous avez besoin d'eux. Et si vous êtes centré humain, ils vont rester loyaux et ils vont faire front, ils vont faire face avec vous. Pourquoi être durable? C'est pareil, on peut se poser la question, mais à quoi ça sert d'être durable? Je m'en fous. Je lisais un article hier d'un sociologue qui travaillait sur la société américaine et qui montrait que le modèle pick-up 4x4, et cetera, grosse conso, n'était pas prêt de disparaître. Bon, on voit bien qu'on a un sujet culturel à traiter ici et en fait, c'est l'intérêt, la soutenabilité, c'est l'intérêt d'aller vers un monde plus robuste, avoir des ressources qui soient renouvelables. On comprend tous l'intérêt d'avoir des ressources qui soient renouvelables parce que quand elles sont épuisées, on est bien malvenu quand la bise est arrivée, comme on dit. Être acceptable écologiquement, être acceptable socialement, ça devient de plus en plus important. Je constate de plus en plus d'ingénieurs qui s'interrogent aussi, qui se disent: «Attends, ton sujet, ton projet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là en termes écologiques et en termes sociétal?» Et puis surtout, ça va permettre aussi d'attirer les talents. On a un gros sujet là-dessus, évidemment. Pourquoi être résilient? Pareil, on peut se poser la question, on peut dire: «Mais ça tombe sous le sens». Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement la résilience? La résilience, c'est être encore là demain, ne pas disparaître. Et je pense qu'on est dans un moment précis de l'histoire à nouveau. Il y a deux courbes qui se croisent. Il y a vraiment de vieux modèles obsolètes qui sont en train de s'effondrer. Je pense qu'il y a des grandes organisations qui ne sont pas conscientes qu'elles sont déjà mortes. C'est un peu l'histoire du manga avec Ken le survivant, mais c'est un peu ça. Et donc l'idée, ça va être de surmonter les prochaines pénuries, anticiper les ruptures. Cafard plutôt que licorne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant la Startup Nation, on a beaucoup poussé le modèle de l'entreprise qui veut 1 milliard en se disant: «Oh, c'est génial, les gars, ils ont monté une licorne, waouh, super, super». Ouais, les licornes, c'est cool, mais les cafards, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est un cafard? C'est une boîte qui fait peut-être pas parler d'elle, qui est peut-être toute petite, qui est peut-être pas très belle à regarder, entre guillemets, ça fait pas rêver les médias, on n'écrit pas de grandes histoires à la Silicon Valley, mais c'est cette boîte-là qui, crise après crise, va être encore là demain. Et j'en ai vu certaines, j'en connais plein. Et c'est des boîtes très intéressantes. Et on est plutôt bon, en fait. On a de bons entrepreneurs en France qui sont capables de faire ça. Et puis faire face à l'imprévisible, évidemment, c'est quand même un sacré challenge. Donc d'où l'intérêt de la résilience. On a vu pourquoi cette question, suivez aux prochaines crises, l'industrie 5.0. Maintenant, on va, on approche de la conclusion avec l'intelligence écosystémique. Ça, c'est des photos de ma trombine, c'est des moments que j'adore. J'ai rencontré des gens à Bordeaux, à Toulouse. Là, je suis avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est ça l'intelligence écosystémique. C'est ce moment en fait où on se rencontre dans la convivialité, dans une forme d'aspect un peu informel des choses, mais en fait où il y a des choses très très fortes qui passent à un niveau culturel. On retrouve du sens tout ensemble dans notre action. Et il y a une théorie que j'ai un peu envie de vous partager, c'est que je crois qu'il y a un parallèle entre l'évolution des modèles d'information et l'évolution des modèles d'organisation. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je suis en train de raconter qu'on a connu des organisations hyper centralisées, ensuite on a eu des organisations plutôt décentralisées, et puis on arrive aujourd'hui à des organisations vraiment
organisés un peu en réseau distribué. Et dans l'industrie, c'est la même chose. Si vous cherchez une image du XXe siècle, pensez toujours à ça. Les silos, ok? C'était ça le XXe siècle. On a des organisations où ça ne discute pas, ça n'échange pas, on ne partage pas la valeur et la ressource. Une image, moi, qui me marque beaucoup parce que j'étais en Allemagne, j'étais gamin à ce moment-là, c'est la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que pareil, on essaie de casser les silos pour communiquer avec les autres. C'est les discours que vous avez déjà entendus. Mais là, l'idée, j'ai envie de le mettre à un niveau où on se dit, bah, finalement, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ça? C'est quoi l'enjeu profond qui traverse notre société actuellement? Eh bien, c'est, je crois, l'émergence de ce qu'on appelle la société distribuée. C'est une société, justement, où l'information va circuler et la manière dont elle circule, elle va structurer l'organisation pour justement améliorer la collaboration, augmenter la responsabilité collective, etc., et développer d'autres vertus. Cette transformation, c'est une transformation sociétale qui entraîne avec elle énormément de choses. Je vais assez vite dessus, mais gardez ça à l'esprit quand vous vous dites, OK, je suis en train de pousser dans une direction, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire au niveau de la montagne globale? Ben, c'est tout ça qui est en train de se transformer. Et donc au niveau industriel, c'est la même chose en fait. On a des réseaux de sous-traitants qui se structurent et je crois qu'on va aller vers des consortiums industriels, vers des groupements d'intérêts économiques qui vont être de plus en plus proches de ce genre de choses, à la fois en Europe et même dans le monde, où on va avoir des systèmes industriels qui vont être beaucoup plus robustes, beaucoup plus résilients, avec justement des environnements où c'est plus l'humain qui va devoir maîtriser la machine, mais où c'est la machine en fait qui va s'adapter à l'humain avec de la robotique collaborative, etc. Et si on regarde maintenant l'exemple avec Airbus, on voit que 4 chiffres assez récents, donc un bond du bénéfice au troisième trimestre, un poids important des sous-traitants dans la valeur d'Airbus, c'est 65% de la valeur ajoutée, c'est produit par les sous-traitants. L'augmentation des cadences, donc on dit on y va très très fort, 10 à 15% en plus par an. Objectif de passer de 770 appareils livrés par an à 1254. Donc, waouh, ok, là, il va falloir pousser la montagne dont je vous parlais. Et qu'est-ce qui se passe en parallèle là maintenant où on se parle? Une grève énorme chez Boeing, on n'a jamais vu ça. Très compliqué, ça met en péril beaucoup d'acteurs dans la sous-traitance française, parce qu'ils travaillaient aussi pour Boeing. Et donc là, Airbus dit, OK, on pousse, on est vraiment dans de la mêlée Scrum, j'ai envie de dire de manière hyper concrète, on envoie plusieurs centaines d'ingénieurs chez les sous-traitants. On incite à investir parce qu'il faut monter en capacité de production, etc. Et évidemment, bon, ça donne quelques sauts périlleux un peu financiers, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et là, j'ai l'impression, pour moi, on est un peu face à Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir. On est face à un acteur industriel de premier plan, qui est un leader, et qui développe en fait une intelligence écosystémique au niveau requis par la nécessité de sa situation. Et donc c'est là où j'ai vraiment envie de faire passer ce message, c'est que l'intelligence écosystémique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que pour votre organisation ou pour votre communauté, vous allez chercher à comprendre, à anticiper et à vous adapter aux écosystèmes complexes autour de vous. Et c'est parce qu'ils sont complexes qu'ils nécessitent justement que vous vous adaptiez à eux et qu'ils nécessitent justement une intelligence écosystémique. Au niveau de l'entreprise, ça veut dire que votre entreprise, elle va s'inscrire dans son environnement naturel, dans son environnement social et dans son économie et aussi avec les tendances technologiques. Et elle va aussi étudier comment est-ce qu'elle interagit avec chacun des acteurs identifiés. Et c'est ce mapping-là, quelque part, qui permet de nourrir l'intelligence écosystémique. Concrètement, ça vous permet d'avoir une vraie vision de l'interdépendance de l'ensemble des acteurs dans votre domaine, de comprendre les relations en fait, qui les lient les uns aux autres, et de savoir à chaque fois quel acteur, même un petit acteur, quel est son impact sur l'écosystème. Et c'est ça qui permet de savoir, attention là, ce sous-traitant, ce fournisseur, il est stratégique, je dois le soutenir pour des questions de trésorerie, pour des questions RH, de gouvernance. Cultiver la flexibilité, ça permet justement de développer de la résilience, ça permet justement d'amener de l'évolution technologique, ça permet de faire face aux crises économiques, d'affronter la transformation sociale et aussi de faire face à cette réglementation environnementale. Donc on voit à chaque fois, avec aussi l'innovation collaborative, avec la responsabilité sociale et environnementale, tout ce que ça peut apporter, tout ce que l'intelligence écosystémique peut apporter. L'innovation collaborative, je ne vais pas trop vous en parler parce que je pense qu'en tant qu'agiliste, c'est quelque chose que vous maîtrisez plutôt bien. Je souligne ce point-là sur la responsabilité sociale et environnementale.
les questions éthiques qui arrivent de plus en plus, avec de la RSE aussi qui est très, très fort. Et donc en fait, on va pouvoir lier tout ça à un niveau, justement stratégique et philosophique pour la boîte. C'est tout l'intérêt de l'intelligence écosystémique. Et donc on peut enfin se poser la question. On a vu plein de choses qui nous ont fait flipper, on va pas se mentir. On est là, avec nos méthodos, OK, on arrive à avoir des résultats, au quotidien. On arrive à avoir du sens dans les gens, qu'on qu'on côtoie, avec les projets, qu'on porte. On voit que ça construit quelque chose de sain dans l'entreprise et ben, j'ai envie de dire peut-être qu'on peut encore aller plus loin, monter, un cran, diffuser à un niveau collectif, écosystémique et on peut peut-être voir apparaître face à tous les enjeux que j'ai listés, un agiliste qui est une sorte de héros du futur. Alors qu'est-ce que ça veut dire héros du futur? Ça veut dire juste que on a une part à jouer dans les récits, dans les imaginaires, dans ce qui se raconte maintenant, parce que c'est ça qui va déterminer notre capacité à agir demain. Et donc c'est l'idée aussi que la bonne nouvelle, c'est que être agiliste, c'est déjà avoir un impact sur tous les sujets majeurs dont je vous ai parlé, parce que je pense que ça fait du bien aux boîtes. C'est l'idée que finalement, justement, on intervient sur les équipes et les projets, que si on soutient les valeurs de l'industrie 5.0 européenne, on va avoir une action au niveau de l'entreprise. Et si on adopte les vertus de l'intelligence écosystémique, ben finalement, on va travailler pour l'écosystème. Tout ça, c'est du ROI. J'aime bien terminer par du ROI. Du ROI, évidemment, dans le modèle d'affaires, du ROI en devenant centré sur les intérêts du client. Pratiquer le co-développement, c'est un truc que vous connaissez déjà, évidemment. Attirer les talents, c'est aussi toujours quelque chose de très intéressant. Je ne vais pas détailler ça, mais pareil, dans l'industrie 5.0, il y a plein d'opportunités que vous voyez listées ici à l'écran. Une que j'ai particulièrement envie de souligner, c'est les technologies pour l'efficacité énergétique. C'est un enjeu majeur du siècle à venir, cette question de l'énergie. On doit faire plus avec moins. Ok, l'équation, elle paraît insoluble, mais pourtant, je pense que on va finir par y arriver justement en bossant correctement. Une image pour résumer tout ça, hein, des fois on me dit fais plus court, bah, c'est ça l'idée, c'est que là vous êtes sur l'escalier, l'industrie 4.0, c'est toujours la même histoire, comment je crée un modèle de valeur avec de la data, comment j'intègre les nouvelles technologies dans mon champ industriel, je vais monter les marches une par une avec du lean, avec de l'agilité, ça va m'amener à l'industrie 5.0 dont je vous ai donné un horizon assez fort, et je vais comprendre dans quel espace j'évolue en fait grâce à l'intelligence écosystémique. Et donc, peut-être s'agit-il d'un chemin vers un oxymore, vers un paradoxe que j'ai envie de nommer la croissance durable. J'ai envie de croire qu'on peut continuer à avancer dans cette direction en étant discipliné, en continuant à jouer aux échecs comme on fait au quotidien, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est complexe, il faut penser chaque coup, mais il faut continuer aussi à cultiver son jardin, c'est cet esprit de réflexion, de philosophie que j'ai voulu animer avec vous ce matin, pour passer finalement de l'entreprise intelligente à une entreprise consciente. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller voir le pôle Enter en Nouvelle-Aquitaine, qui est le pôle du numérique responsable, pôle de compétitivité, soutenu par l'État et l'Europe. Merci beaucoup. Merci. À l'issue de cette petite keynote, qui se sent un peu secoué? Levez la main. Ok, ça c'est un effet recherché, super. Qui, j'ai envie de dire, se sent plus désenchanté ou plus déprimé ou moins énergique qu'en démarrant la keynote? Ok. Qui, au contraire, a l'impression d'avoir pris de l'énergie, de la vision, de l'espérance, de l'envie d'action? Yes, trop cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. C'était simplement pour dire que quand on voit d'un côté, l'Europe et de l'autre côté un peu tout le reste, c'est ça qui peut être un peu, apeurant. Parce qu'effectivement, c'est très positif du coup, ce que met en place l'Europe, mais c'est pas avec la mondialisation, du coup, on est un petit peu, la petite bête par rapport, au gros rhinocéros. Voilà. Ouais, merci pour cette remarque. Effectivement, à un niveau systémique, on peut s'interroger. Le but, c'est pas de dire Cocorico, on est les meilleurs. Non, on sait qu'on doit tous aller dans cette direction-là. C'est une source de réjouissement de se dire qu'en Europe, on a une construction qui lui permet de décider face à ce genre de situation et d'avoir
une gouvernance qui peut-être pour une fois est au niveau, mais si j'évangélise sur ce sujet, c'est que globalement c'est quand même pas connu et pas encore adopté. Ailleurs, c'est assez compliqué. En fait, je sais pas, j'ai envie de répondre aussi sur le fait que comment est-ce qu'on crée des décisions fortes dans un groupe. Et généralement, ben, parfois ça produit des consensus mous, et c'est peut-être pour ça que sur ces sujets à risque, angoissants, il n'y a pas d'action politique majeure. Enfin, je sais pas si tu penses à la COP, par exemple, des événements comme ça, qui se produisent depuis longtemps, et on a l'impression que ça sent rien. C'est compliqué, mais moi je crois dans la preuve par l'action, je crois dans un effet d'entraînement, je crois dans les modèles vertueux, je crois dans la force de la philosophie. C'est-à-dire que je pense que quand on répond pleinement à la question pourquoi et qu'on est solide dans ses réponses, je pense qu'on peut tout faire. Donc, je crois qu'on peut entraîner en fait un effet collectif positif à terme. Euh, Est-ce qu'on a le temps? Je ne sais pas, j'ai envie de croire que oui. Voilà la réponse que j'ai envie de te faire. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Ça va un peu dans le même sens, mais comment on peut agir collectivement face à ce que j'ai l'impression qui monte, c'est la désinformation ou le manque de communication d'actions positives qui vont dans le bon sens. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des gros freins pour aller vers quelque chose de plus vertueux comme ça, que ce soit politique, la puissance de l'argent, enfin, sans faire du complotisme, mais moi, il y a des gros freins et comment est-ce qu'on peut aller contre tout ça, quoi. Ouais. Alors, cette question de la désinformation, je l'ai traitée il y a quelques années. J'avais rendu un rapport à un conseiller du président de la République il y a quelques années à l'époque de Daesh, parce qu'on était très choqués en France par les attentats et on se disait, mais bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Donc, un peu spontanément, j'avais fait un truc de façon encore immodeste peut-être, mais j'avais voulu apporter ma pierre à mon petit niveau. Euh, Mon sentiment, c'est que bah, on est 10 ans plus tard là. On a réagi sur certains points. On n'est pas encore au niveau de ce qu'il faut. On voit clairement que, je vais un peu dire les choses facilement, mais défendre la vérité est toujours un peu plus dur que faire circuler du mensonge. On voit que beaucoup d'algorithmes des grandes plateformes numériques sont bâtis autour comment dire, de la captation de l'attention. Donc il y a des dark patterns un peu dans le design, et on voit que en fait, ce qu'on appelle les appels émotionnels marchent très très bien. Moi, je vois très bien que quand je publie un benchmark, par exemple, publie un benchmark sur un truc hyper technique, ouais, je fais 50 vues, enfin, je caricature. Je raconte mon week-end où j'ai mangé un bon barbecue, bah voilà, je caricature, mais je fais 15 000 vues. Euh, donc, on est aussi dans une période où je pense il y a plein de trucs qui nous angoissent, donc on a envie de légèreté. C'est pour ça qu'on a adoré les sketchs très drôles des organisateurs ce matin. C'était très cool. J'ai un peu plombé l'ambiance après. Mais je pense que c'est aussi pour ça que la désinformation, elle fonctionne très bien. D'une part, il y a un manque de régulation, ça c'est très important. Alors moi, j'ai un point de vue européen, donc je suis une des rares personnes où vous allez m'entendre dire que je suis plutôt content qu'il y ait de la régulation, y compris dans l'IA, et c'est un sujet très fort pour moi, mais je suis plutôt content qu'on soit là, parce que je pense que c'est ça, peut-être qu'on perd le round maintenant, mais c'est ça qui va nous faire gagner le match à la fin, en fait, c'est ce que je crois, parce que c'est un niveau civilisationnel. Donc en fait, il faut se poser les bonnes questions du design maintenant. Donc, je pense qu'en Europe, on essaye d'agir sur ce sujet. Pour moi, on va pas suffisamment loin. Et c'est clair que s'assurer de la transparence des informations, en fait, nourrir correctement la gouvernance. Parce que même si on a un bon modèle de gouvernance et qu'on est contaminé ou intoxiqué par de la data qui est erronée, ou voilà, on va prendre de mauvaises décisions. Donc c'est un enjeu important que tu pointes, qui est complexe en fait, parce que derrière ici des rapports géopolitiques en fait. Donc j'ose croire que la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on fabrique de meilleurs citoyens? Et j'ose croire qu'on avance doucement vers quelque chose de mieux, justement, avec des événements comme celui-ci, avec d'autres événements, justement, où on travaille les réflexions à un niveau systémique et culturel. Je sais pas s'il y a un rapport.